Bonjour à tous, je suis Eric et je suis guide à l'office de tourisme à Limoges. Vous voyez, je suis en train de terminer mon café et on est très content de vous accueillir ici sur la ville, à Limoges, pour vous concocter un petit programme de visite. Donc on va partir de ce magnifique endroit, il n'y a qu'à lever la tête pour voir une charpente magnifique. On est dans les Halles centrales, c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1889, une charpente incroyable avec des rivets sur les mêmes techniques que la Tour Eiffel, c'est-à-dire des rivets à chaud qui nécessitaient un certain nombre de personnes. Elles sont hyper plaisantes, il y a des commerçants super accueillants, des boulangers qui font un pain incroyable. Et là j'ai terminé mon café, bien sûr, dans de la porcelaine de Limoges. Mais aujourd'hui, si on se voit, c'est pour un parcours patrimoine. Et vous savez, on est dans le cadre d'une manifestation incroyable autour des émaux sur métal. Et bien c'est parti, je vous invite, on va faire un petit tour dans la ville haute de Limoges. C'est un quartier qui a été autrefois une ville à part entière, une ville. Et c'était la ville du château de Limoges. Donc il y avait le pouvoir vicomtal qui était établi ici. On va sortir du côté de la grande place, une place très sympathique qui est une place piétonne, la Motte justement, la Motte castrale. C'est là où se trouvait le château et manifestement, vous le voyez, il n'y en a plus. Ce n'est point grave, il y a tellement de richesses à Limoges. D'ailleurs, on va se retourner et on va apprécier l'architecture de ce grand pavillon rectangulaire avec des matériaux, du granit en soubassement, de la brique avec des jeux de motifs à répétition, de jolies frises, on voit de la tôle qui est découpée, alors du verre qui laisse la transparence, mais avant c'était des systèmes de claustrat parce qu'il y avait un principe surtout de ventilation, ce sont des halles faites avant tout pour approvisionner les gens, comme on disait autrefois, en comestibles, en choses digestes, et c'est très digeste, ça on peut vous le dire. On est à côté de Yalis qui est pas loin de nous. Donc elle vient régulièrement aux Halles, comme tous les Limougeaux d'ailleurs. Et il y a surtout, on est là dans la ville des Arts du Feu, une frise là-haut qui court. Et c'est de la porcelaine, donc de la porcelaine avec ce qu'on appelle la technique du grand feu, c'est-à-dire que les émaux, les couleurs, sont à l'intérieur de l'émail. Donc ce qui fait qu'elle résiste particulièrement aux affres de la météo. Il y a le L qui signifie Limoges, ça ouvre et ça ferme une parenthèse comme des travées avec à l'intérieur soit des fleurs, des fruits, des animaux, à la fois d'élevage mais aussi du gibier. Alors vous l'aurez compris, on est dans une sorte d'invitation à la victuaille et en plein milieu d'ailleurs, il y a un petit peu la limousine des vaches, c'est la fameuse race limousine justement, avec sa jolie robe qui n'est pas marron, Les puristes vous diront qu'elle est froment vif. Voilà, parce que c'est le Herdbook, le livre du troupeau, qui décrit le morphotype de l'animal. Bon, c'est vrai que dès qu'on sort de Limoges, et c'est un attrait de notre ville, c'est d'être un petit peu à la campagne, très très vite, une campagne un peu rêvée de bocages, de collines, avec des jolis châteaux d'industriels, beaucoup d'étangs. On disait que c'était le pays et on dit que c'est le pays de l'arbre et de l'eau. Un petit tour autour de nous, donc on profite de cette place, il fait très beau ce matin, comme souvent à Limoges. Il y a un trompe-l'œil là-bas qui raconte Limoges, il date des années 90, et dans une fenêtre, on voit notamment un personnage, une personnalité je devrais dire, un illustre, un Auguste, je devrais dire même, Pierre-Auguste Renoir, né à Limoges en 1841, qui est donc abordé à travers cette peinture. Vous le voyez en fait, il est à côté de son travail. C'est un nu et le modèle est sur la droite, une femme qui manifestement se rhabille. Alors Renoir n'est pas resté très longtemps à Limoges. Ses parents ont quitté la ville pour Paris, les Tuileries. Il a 4 ans, il est déjà parisien. Oh, il se souviendra un petit peu de la ville de Limoges, Il est un petit peu redevable de sa naissance puisqu'il offrira des tableaux qui sont dans les collections du musée de Limoges, musée des Beaux-Arts.
notamment un tableau de son fils, Jean, le cinéaste. Renoir, c'est assez amusant, j'ai une anecdote. Vers l'âge de 13 ans, il est avec ses parents qui cherchent un petit peu un travail pour le fils. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il lui trouve un apprentissage chez Lévy qui était décorateur sur porcelaine quand même, mais à Paris du coup. Et son fils Jean, qui a beaucoup échangé avec son père, raconte que toute la journée, il réalisait des Marie-Antoinette, il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus la voir en figure. Bien, on va aller à 2 pas d'ici pour vous montrer que tout est très proche quand on se balade dans le quartier dit Ville-Haute ou Château, avec beaucoup de petits commerces, de bouches, une librairie magnifique avec de très belles références. On va aller dans le quartier de la Boucherie. Alors communément on dit un petit peu que c'est le ventre de Limoges, hein, cette association des halles et de ce quartier très pittoresque. Hein. Hop, nous faisons le tour. Attention aux voitures, mais en général tout se passe très bien. Il y a peu de klaxons, hein. C'est une ville assez tranquille. Et on voit aussi un habitat varié avec de la construction en pierre de taille, le granit, hein, qui est la pierre locale. Il y a une tradition par ailleurs des maçons limousins, les maçons creusois, les maçons auviennois qui au 19e siècle ont beaucoup été à Paris justement pour faire le Paris haussmannien. Alors il y avait des migrations qui se faisaient vers la ville. On rapportait certes des sous, mais on rapportait aussi pas mal d'idées. Alors il y a un célèbre député qui vient de la Creuse au 19e qui s'appelait Martin Nadeau, à qui on doit l'expression « quand le bâtiment va, tout va ». Voilà, il y a une certaine assise, une certaine fierté qu'on retrouve dans l'âme limousine. Hein. Alors je vous fais rentrer dans le quartier de la Boucherie, mais comment dire, on ne passe pas par la rue principale. Et pour être honnête, en ce moment, il y a quelques échafaudages. Mais c'est pas grave, je crois que vous aimez les passages secrets. Alors venez, il n'y a aucun risque. C'est pas un coupe-gorge. Voilà, ce genre de petite ambiance secrète et à la fois préservée, calme, paisible, arborée. Vous êtes dans le quartier de la Boucherie, mais on est dans les cours arrière. Il faut voir que tout autour de nous, ces fameuses maisons, les maisons à pans de bois, les maisons avec poteaux, sablières, en X, les croix de Saint-André, c'est la maison caractéristique et traditionnelle. Il y a un projet universitaire par ailleurs en ce moment à Limoges qui nous montre que certains des bois que vous voyez ont 500 ans d'âge. Alors le quartier de la Boucherie, c'est quoi? Eh ben, c'est un métier, c'est une profession, c'est une corporation qui s'établit dès le Moyen-Âge ici. Ils partagent un certain nombre de choses, des outils, des règlements, des us, des coutumes. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont traversé le temps, même après la Révolution, la concentration bouchère est demeurée. Ici, place Barrérette, ça désigne les barrières, les petits enclos. Pour vous dire, derrière cette image, avec ces terrasses-là, ma foi, pas désagréable, hein. C'était quand même l'arrivée des animaux vers les abattoirs. Se pratiquait ici le dernier geste, l'abattage. On trouvait les abattoirs, les tueries. Et les maisons que vous voyez sont un peu des maisons, moi j'appelle ça des maisons de métier. C'est-à-dire à l'intérieur, vous avez à la fois la boucherie, la boutique et les salles du haut qui étaient à la fois des salles d'habitation servaient aussi au métier, notamment les greniers qui étaient des greniers ouverts pour laisser entrer le vent et servir de séchoir. On séchait les pots. Les bouchers ont une grande assise, mais ça de façon générale. Hein. C'est un métier qui à la fois
est fondamental, indispensable, l'approvisionnement en denrées. Et c'est un métier aussi qui a une certaine substance aussi du fait qu'ils donnent la vie, ils donnent la mort. Donc même très historiquement, il y a une aura un petit peu spirituelle autour du métier de boucher. Alors à Paris, il y a le quartier Saint-Jacques, c'est là où se trouvaient les bouchers. Alors, à Limoges, donc c'est ici. Et il y avait à peu près une cinquantaine de maisons, de familles ici, bouchers, tripiers, charcutiers. Je vais vous faire passer par mes petits coins préférés. Cette petite venelle là, ou un char-héron on devrait dire ici, elle va nous amener derrière la chapelle Saint-Aurélien. Je vous invite à y aller. Quartier calme, pas endormi, faussement endormi. Hop, regardez. On a le très joli petit clocher de Saint-Aurélien qui domine avec des jolies toitures en tuiles. On va passer par là, on va revenir vers la place centrale de la boucherie. Il y a un côté vraiment village, Les pavés, les portes qui ont vécu. Il manque le petit chat là qui marche sur les tuiles. Et le soir, c'est pas désagréable. Vous voyez, il y a beaucoup de restaurants. Je dois le dire aussi, je ne l'ai pas dit, il ne reste qu'un laboratoire de boucherie dans la rue. Ce n'est point grave puisqu'on a commencé au hall et là-bas, il y a beaucoup de bouchers. Il y a juste eu un déplacement du fait, on s'en doute, que la rue était trop petite, l'adaptation aux normes d'hygiène. Donc c'est surtout dans la seconde moitié du XXe siècle que les bouchers sont partis du quartier. Je vais vous inviter à entrer dans la chapelle Saint-Aurélien. C'est une chapelle assez incroyable puisque elle est liée à la confrérie et c'est une chapelle qui est privée. Vous allez y voir tout le caractère pieux et la dévotion qui a été entretenue ici depuis le Moyen-Âge. Alors sur la façade, il y a d'ailleurs des armoiries qui présentent des familles de bouchers qui étaient puissantes. À droite, avec une balance, un fléau, c'est la famille Juge, donc c'est très parlant. Et de l'autre côté, ce sont des coupes qu'on appelle des ciboires, c'est la famille Cibot de Limoges. En gros, vous aviez 6 grandes familles établies depuis des siècles sur Limoges, pour les bouchers. À droite, je présente une très jolie croix qui vient du couvent des Carmes, qui a été acheté par les bouchers à la Révolution, donc ils l'ont sauvé. Et c'est un très bel ouvrage de sculpture, pierre calcaire sur un socle en granit. On voit une coquille Saint-Jacques d'ailleurs au niveau de la base, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passait devant ce couvent. Et au-dessus, ce sont les 12 apôtres qui figurent. Cela termine au sommet par le Christ, qui est à la fois crucifié d'un côté, et si on fait le tour, si on prend la peine de se décaler, on verra que le Christ apparaît une seconde fois à l'arrière, mais cette fois ligoté, les mains attachées. C'est un Christ aux outrages. Donc c'est assez rare. Je veux vous montrer quand même un petit peu la chapelle. Alors c'est assez sombre. Vous ne pouvez pas sentir, mais on sent, c'est l'encens. Et la chapelle Saint-Aurélien porte le nom du patron des bouchers, traditionnellement le 2e évêque de la ville après Martial. Il était un païen, adversaire de la foi des chrétiens. Il est foudroyé, il revient à la vie. Et c'est bien plus tard, au Moyen-Âge, que le saint va faire l'objet d'une adoration. Il y a une translation qui est organisée pour faire venir le crâne ici. Le crâne, vous ne le voyez pas, mais il y a un retable du XVIIe siècle avec un tableau, la transfiguration du Christ, qui est une copie de celui de Raphaël. Et ce tableau, figurez-vous, il se décale. Derrière, il y a un système de grilles avec une sorte de décor peint, comme des rideaux de théâtre. Une châsse
un coffre reliquaire, un buste à l'intérieur, on déplace la mitre et voilà le crâne. Il est présenté, le crâne, tous les 7 ans à l'occasion d'une cérémonie assez extraordinaire qui s'appelle les ostensions. La prochaine, c'est en 2023, donc l'an prochain. C'est vraiment très très intéressant et c'est au-delà même de la foi, quelque chose d'assez identitaire en Limousin. Alors à côté, j'en profite, il y a une statuaire avec Sainte Anne, Marie et le petit Christ qui figure à droite. C'est le Christ au rognon, vous voyez, il met quelque chose à la bouche, et ben c'est de la viande. Alors pour le coup, on y est, dans le quartier, sa chapelle, son Christ au rognon, ses bonnes adresses. Je vais vous présenter maintenant, on va aller voir une église, descendre par la cour d'un hôtel particulier et on terminera sur un lieu de l'expo qui est le pavillon du Verdurier. On va passer, non, on va passer par là. Le charme des petites ruelles. Hein. On n'est pas loin des cuisines. Alors je ne veux pas faire de la pub en particulier, mais on parle des petits ventres. Les petits ventres, ce sont des pieds de mouton qui sont cuits, bouillis à l'intérieur de la panse. Ça se mange tiède et c'est excellent. Ça se mange finalement assez peu, si ce n'est une date phare. C'est le 3e vendredi du mois d'octobre à Limoges. Ce sont des agapes gigantesques qui se tiennent dans 150 mètres de rue. Il y a plus de 20 000 personnes qui viennent là pour s'accouder et saisir le Graal du Graal. C'est le boudin à la châtaigne, les coucougnettes, c'est-à-dire les rognons blancs, ce que vous voulez. Ça se déguste avec tous les mets sucrés, notamment les produits de sous-bois à partir de châtaignes, de noisettes, et puis aussi les boissons issues des vergers, comme tout ce qui est cidre et jus de pomme. Il y a même un petit cru qui est produit de vin à côté de Limoges, qui s'appelle le Verneuil. C'est un petit réduit de rue, hein, ce quartier de la boucherie. Souvent j'entends dire la rue de la boucherie, mais il faut dire c'est plus large que ça, hein, c'est un quartier. Nous allons sortir par la rue Jovion. On va quitter l'ombre et la fraîcheur de ces rues et on voit l'animation, l'agitation. C'est la place des bancs avec le marché ce matin. Les bancs, ça désignait les bancs charniers, c'est-à-dire le lieu d'exposition de la viande. Les bouchers venaient ici vendre leurs denrées. On n'est pas très loin des halles, hein. Je vous ai fait un petit peu tourner, mais à l'horizon, on les retrouve au-dessus. Nous allons emprunter la rue Ferry à présent. On voit certaines portes en ogive. Il y avait là des commerces importants sous l'Ancien Régime, des entrepôts. Et il y a aussi, on voit des façades d'hôtels particuliers, notamment sur la gauche, un balcon type la période Louis XV, légèrement avancé. Celui qui a l'œil verra même un petit nid dans un rameau de poirier. C'est la famille Pétignot de Beaupérat. Pétignot, petit nid de Beaupérat de Beaupoirier. Il faut vraiment avoir l'œil parce qu'il est tout petit, c'est un oisillon. Au passage, vous avez le CSP, hein. C'est pas rien le CSP. C'est l'autre religion de Limoges, c'est le sport et notamment le basket qui est arrivé au début du XXe siècle. On s'est tellement passionné pour le ballon orange que le club, on va dire, le plus capé de France, sport collectif, c'est le CSP
champion de France, champion d'Europe en 93 avec des stars comme Richard Dacoury. C'est un vrai chaudron, hein, beau blanc à Limoges. Une ambiance extraordinaire. Nos adversaires ont toujours un petit peu d'appréhension à venir ici. Mais on les aime bien. C'est très bon enfant le basket, hein. Voilà. Et puis c'était en 93. Donc il faut dire que Limoges a gagné. Mais derrière, il y a eu le titre marseillais. Du coup, on a été un petit peu vite effacé. C'est bien dommage. L'église Saint-Michel-des-Lions. Édifice assez incroyable, hein, avec ce clocher fantastique. Pour un granit, quand même assez svelte dans sa poussée. Il est carré dans les premiers niveaux et il devient octogonal, flanqué de 4 tours clochetons. La flèche elle-même vise le ciel et cela termine par une étrange boule en cuivre qui apparaît ajourée parce que c'est la version du XXe siècle. Elle fait à peu près 2 mètres de diamètre et elle était un point, cette boule, de triangulation pour la levée des cartes. Donc elle est venue plus tard. C'est une église Saint-Michel-des-Lions. Alors principalement son aspect, on verra une architecture de style gothique. Les fameux lions, on les aperçoit là-bas, que l'on a accolés au nom de l'église, sont des lions plus anciens que l'édifice, hein, sont des lions de l'Antiquité. Et c'est des lions qui étaient probablement, selon les archéologues, des sortes de surveillants, de gardiens apotropaïques dans une nécropole, dans un cimetière. Je trouve qu'ils font bonne figure, hein, même si, avouons-le, le temps est passé. Saint-Michel-les-Lions. Alors c'est une église qui a un plan assez spécifique. C'est une église rectangulaire avec des collatéraux qui sont de la même hauteur que le couloir central. On parle parfois d'une église halle pour ce type de plan. La singularité, c'est que Saint-Michel accueille la relique du grand saint limousin, c'est-à-dire le chef, le crâne de Saint Martial, qui fut l'évangélisateur missionnaire venu au IIIe siècle, inhumé dans cette ville au IVe. Alors aujourd'hui à Limoges, on ne peut visiter que la crypte sous une place, mais c'était une abbaye incroyable avec la production de manuscrits, le chant polyphonique et bien sûr les émaux limousins. Alors quand on dit l'émail, ce n'étaient pas les moines qui émaillaient, c'était tout autour des artistes orfèvres qui ont pratiqué et qui ont dû s'inspirer de tout le trait, toute la couleur qui était mise dans les manuscrits. On va quitter l'église, hein. On pourra revenir pour une autre visite. Bon, il y a tellement de choses, hein. Je propose qu'on aille vers une cour d'hôtel particulier qui sera notre avant-dernière étape avant le pavillon du Verdurier où se tient la manifestation impertinente. Alors, vous voyez, dans ce quartier-là de Limoges, on n'est pas embêté par la circulation. On a rendu vraiment aux piétons la cité. Toujours apaisant d'avoir un petit bruit d'eau avec une jolie vasque médiévale par ailleurs, hein. La partie inférieure est la plus ancienne. Pour vous dire, il y a des rues qui descendent, les rues commerçantes les plus célèbres de la ville. La rue du Clocher, plus loin la rue du Temple et encore derrière la rue du Consulat. On va passer nous par la rue du Temple puisqu'elle mène à la cour du même nom. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Là, on a senti les frites, le chocolat et le fromage, avec une maison un peu institution. Pour anecdote, ils ont des niveaux de cave impressionnants et ils affinent les fromages d'Auvergne et pourquoi pas ceux du Limousin, quand on a des tomes corréziennes.
Il y a tout un réseau de caves sous Limoges. On fait des visites des souterrains. Et si on me demande à quoi servent les souterrains, il y a 3 raisons. La première, c'est le stockage de marchandises. La deuxième, c'est l'extraction de matériaux. Et la troisième, c'est l'idée du refuge. En cas de problème, on descendait. On a des jolies portes cloutées. Il y a un certain nombre d'édifices autour de nous qui sont un peu impénétrables. C'est un patrimoine privé, mais il y a des éléments qui sont inscrits, classés, identifiés aux monuments historiques. Nous organisons des visites autour des hôtels particuliers. Et là, il y a un petit effet waouh, je pense, avec la cour du temple. Je vous invite à entrer par la porte cochère. Avec un ensemble préservé. C'est le schéma des hôtels particuliers avec une noblesse montante, souvent issue de l'activité marchande. Et dans ce cœur très dense de la ville de Limoges, ça va être surtout des cours. Il n'y a pas la possibilité vraiment d'avoir de grands jardins tout autour. Donc on va cultiver la discrétion, le calme, et puis l'éloignement, notamment des choses qui pourraient polluer, notamment les eaux usées qui se trouvent à l'extérieur. On imagine très bien le cheval qui arrive ici, la belle demeure. Les plus belles pièces sont en général au premier étage. Il y a des galeries du XVIIe siècle et il y a un très bel escalier, donc une cage intérieure, et nous on en voit les balcons avec une jolie clé pendante qui descend de là. Ça a appartenu ici à la famille Maldan. Il y a souvent des armoiries qui figurent sur des médaillons. Et j'en profite pour aussi parler un petit peu du sol. Il y a des petites briquettes, je vais aller vous en récupérer une. Alors j'ai le droit, je prends toujours la même, elle est décellée. Je n'arrache pas Limoges. Voilà, c'est bien de la terre cuite. C'est des terres réfractaires. Elles ont cuit un certain nombre de fois pour justement supporter des chaleurs importantes. Donc vous voyez cette forme un petit peu incurvée. À l'origine, c'est un puzzle. Ça forme une sorte d'étui d'une boîte. Et c'était à l'intérieur que l'on positionnait les céramiques quand on faisait les cuissons. Au bout d'un moment, ce qu'on appelle des gazettes, très joli nom, s'effritent. Ça peut altérer les pièces. Donc on les cassait et on en faisait parfois des jolis pavés de cour. On en trouve aussi dans les jardins de Limoges. Ça fait des plates-bandes merveilleuses. Voilà, patrimoine rare, patrimoine à protéger. Je remets ma petite gazette et on va sortir de l'autre côté. Pas avoir peur, Je vous ai montré mes 2 petits passages que j'aime bien, la place Barrérette, puis celui-là. Hop. On arrive dans la rue du Consulat. Hop. La maison des consuls se trouvait ici, elle n'existe plus. C'était ce pouvoir des marchands et c'était déjà un système électoral, même si le corps était assez réduit des électeurs. Et Limoges était divisé en petites circonscriptions et on avait 12 représentants sous l'Ancien Régime. Alors ça dépend des périodes, des consuls. C'est l'autorité municipale. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on a des registres consulaires aux archives, c'est qu'on voit la volonté d'émancipation des bourgeois, des gens de la ville, par rapport à l'autorité traditionnelle qui était l'autorité vicomtale. Ce qui fait que souvent le vicomte ou la vicomtesse de Limoges, bien qu'il y ait le château,
préfèrent parfois sortir de la ville. Ils craignent un petit peu les mouvements. Alors toujours très belle devanture, hein. Ce qui est appréciable à Limoges, ce sont notamment les ferronneries. Il y a des ferronneries, alors celles-ci, bon, il y a quelque chose derrière, mais du XVIIIe siècle qui sont assez nombreuses. Ça se distingue assez bien du travail de fonte, hein, puisque la fonte c'est coulé, tandis que là c'est martelé, c'est frappé, c'est toujours un petit peu plus fin. On en voit là-bas au niveau des garde-corps des jolies ferronneries. Alors pour arriver au Verdurier, on va traverser une grande rue, Jaurès, rue Jean Jaurès. Vous savez, quand on découvre une ville, il faut toujours regarder l'odonymie, c'est-à-dire la science des noms, des voies et des rues. Jaurès, Jules Guesde, Marcel Samba et j'en passe. On est dans un panthéon socialiste. Limoges en 1800, c'est 20 000 habitants. En 1900, 90 000 habitants. Il y a un boom démographique. Pourquoi? Du travail. Dans quoi? Les usines, les manufactures. Conditions ouvrières. Donc, sociologiquement, une poussée. On parlait de Martin Nadeau tout à l'heure pour les maçons, mais tous les métiers, de la porcelaine, de la chaussure, de la distillerie, de l'imprimerie, toutes ces grandes activités vont être aussi, comment dire, pas imbibées, mais pris d'idées aussi. Avec les syndicats, la CGT a été fondée à Limoges en 1895, les coopératives, etc. Et quand il y a une représentation avec des maires socialistes, SFIO, il va y avoir tout des rues qui vont s'appeler selon les grands orateurs. Donc, Jaurès, c'est une grande percée dans des quartiers qui étaient réputés vétustes. Plus haut vers la préfecture, donc sur la gauche, c'était le quartier du Viraclos. Et dans ce secteur où nous sommes, c'était le fameux quartier du Verdurier qui a donné son nom au pavillon qu'on va découvrir. Si vous aimez les lignes d'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30, l'Art déco, eh bien, il faut vraiment se promener dans ce secteur de la ville. Vous allez voir des portes magnifiques, des jeux de géométrie, un côté parfois épuré ou parfois plus exubérant. Vous voyez une porte comme celle-ci, je l'aime beaucoup, avec ses spirales. On voit bien qu'ici, il y a une fleur là, qui pousse. Et souvent, il y a des beaux intérieurs avec des mosaïques, des salles de bain d'époque. Mais ça, après, on est chez les gens. Voilà, nous sommes à 2 pas. Et en ligne de mire, c'est le clocher de Saint-Pierre-du-Queyroy, autre église, qui doit vous faire penser à celui de Saint-Michel-les-Lions, sans la boule. Église, lorsqu'on rentre, assez impressionnante parce que elle est aussi large que longue et elle est assez sombre. Et elle accueille notamment une chose assez insolite, c'est un ossuaire, c'est-à-dire qu'il y a une pièce souterraine avec des ossements. Lorsqu'on a vidé les cimetières du centre-ville, on les a réunis sous terre, ici. Et une confrérie, Notre-Dame-du-Bail, assurait la veille des morts. Voilà, regardez, ce petit bijou, c'est le pavillon du Verdurier. Un pavillon art déco qui accueille l'exposition Impertinente. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette première partie. D'autres vont venir. J'espère que je vous ai donné le goût, hein, que le limogeage n'a pas été trop dur. Expression née en 14. Expression qui peut nous faire du mal, mais je pense qu'aujourd'hui, on en rit pas mal. On arrive à inverser la chose. Je vais vous parler d'une petite merveille qui est aussi une curiosité et un monument phare de Limoges, c'est le pavillon du Verdurier. Alors, le voici. Alors, c'est un édifice qui attire par ses tonalités de couleurs. Hein. Première vision, des camailleux de carreaux verts, bleus, qui recouvrent en fait un revêtement des murs qui sont en béton armé, qui est donc la structure, qui s'inscrit dans un plan octogonal avec des pans coupés et surmontés sur les petits côtés par des auvents. Il y a sa forme générale avec
un dôme, une coupole terminée par un lanterneau qui récupère de la lumière. Lui-même, c'est assez amusant, profite de ces sortes de petits auvents. C'est un bâtiment qui a une histoire originale. Il a été construit en 1919-1920, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Son usage, c'était un pavillon commercial frigorifique, c'est-à-dire dans ses parties basses, des chambres froides dans lesquelles on conservait les denrées, la viande notamment, qui venait de très loin par ailleurs, les œufs, entre autres. On est dans ce contexte d'après-première guerre et c'est l'office départemental de ravitaillement qui le souhaite. On est aussi dans le quartier du Verdurier, d'où son nom. Verdurier pour la verdure, les marchands de légumes. Et les couleurs ne sont sûrement pas un hasard par ailleurs. Et en plus de ce joli camailleux, il y a, quand on lève la tête, des damiers et des mosaïques et des frises de fleurs qui s'inscrivent dans les formes géométriques. Il y a de la symétrie, un très bel ordonnancement et on peut suivre comme ça des bouquets superbes qui ponctuent la façade. L'architecte, c'est Roger Gontier, qui est aussi le maître d'œuvre de la gare Limoges-Bénédictin. Architecte très actif sur la ville de Limoges. J'en profite pour une petite chose insolite. À Limoges, on a créé il y a quelques années un parcours kintsugi, c'est-à-dire on répare la ville, c'est un principe asiatique, mais adapté sur l'architecture. Et ce carreau-là n'est pas comme les autres, il est en porcelaine. Eh oui, oh sans moi vous ne l'auriez pas vu. Hein. Et on va filer vers l'intérieur, puisqu'il y a encore quelques merveilles, en plus des émaux que vous pourrez découvrir. C'est un volume avec une voûte sur lequel on retrouve des peintures au pochoir avec des motifs antiquisants. On retrouve des feuilles de palme, des volutes, des grecs, des entrelacs. On le doit à l'atelier à la maison Chigot, père et fils. Et le fils Francis est très célèbre dans notre ville pour son travail sur le vitrail. C'est un très grand maître verrier que vous pourrez découvrir en arrivant notamment dans la gare Limoges-Bénédictin. La boucle est bouclée autour de ce verdurier. Nous voilà à présent du côté de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, un très bel édifice qui domine tout un quartier très calme, vous allez voir, mais à la fois passionnant. Et je tenais à vous présenter une des œuvres magistrales de la cathédrale. Ce sont ces vantaux, ces portes en bois qui ont été sculptées au XVIe siècle et qui présentent tout un répertoire animalier, de motifs, de candélabres, de médaillons avec des personnages de profil, des putti, des angelots propres à la Renaissance. Et sur le 4e registre, bandeau à l'horizontale, on voit une figure martiale, le premier évêque, le missionnaire, l'évangélisateur, qui bénit, avec 2 personnages. Et ça me permet de vous parler de ce récit hagiographique des premiers temps chrétiens, puisqu'ici, Junius, alias Duc Étienne, païen, puissant, plutôt réfractaire à la foi des chrétiens, Valérie, qui était la promise de Junius. Bref, avant le mariage, elle fait la rencontre de l'évangélisateur. Elle trouve la foi dans ses paroles et elle renonce à l'idée du mariage charnel. Lui, dans une colère froide, courroucée, va demander l'exécution. La tête est rompue, la tête tombe, le sang gicle. Elle ramasse son chef, elle marche à 2 pas d'ici, lave soigneusement dans la fontaine de la cave et se présente à Martial, avant même qu'il n'y ait la cathédrale, bien sûr. Il observe le ciel comme intercesseur. Son âme, l'âme de Valérie, monte au ciel. C'est un des premiers récits qui viennent légitimer l'arrivée des chrétiens dans notre ville. Tout ça sous un portail extraordinaire, finement sculpté,
avec des formes très élancées, des courbes, des contre-courbes, avec superposition de tympans, de galeries. Il y a une immense forme qui va vers le ciel et vers une rosace. C'est le portail Saint-Jean qui a été établi vers 1500. On va faire le tour de la cathédrale, on va profiter de sa vue en longueur pour entrer dans l'édifice. Et de là, vous voyez aussi les parties supérieures avec au premier étage une terrasse, de nombreuses gargouilles, de grandes culées qui se terminent par des pinacles, des balustres, une toiture du 19e siècle. Notre cathédrale a été légèrement rehaussée. On voit qu'elle est d'ailleurs couverte d'ardoises et non pas de tuiles, ce qu'elle était précédemment. Et ce clocher qui paraît, il est vrai, assez massif, avec une surmaçonnerie à la base, plus tardive que l'intérieur, partie romane. Les niveaux supérieurs sont, eux, du XIIIe siècle. Donc on a plusieurs périodes qui se superposent ici. Les gens, quand ils arrivent à Limoges, trouvent, c'est vrai, ce clocher assez, comment dire, assez sévère. Mais il est de belle assise en réalité. Et la flèche, oui, elle manque la flèche, mais elle a existé. Ce clocher de 62 mètres, vous pouvez imaginer jusqu'au XVIe siècle une flèche de 18 mètres. Donc nous atteignons les 80 mètres ici. Alors la cathédrale Saint-Étienne, elle vient quasi à l'emplacement d'un baptistère qui a été redécouvert il y a quelques années. Alors les éléments se trouvent en partie enfouis actuellement, en partie dans les collections du musée. Et on s'enfonce ici dans la cathédrale, on perd un petit peu ses repères. Je vous parlais de la partie romane, c'est celle-ci, autour de 1100. Nous avons sur le côté d'ailleurs des dalles funéraires, des pierres qui se trouvent levées aujourd'hui, où figurent des chanoines qui représentent ce pouvoir important au sein des cathédrales. Étrange, on n'entre pas directement dans le vaisseau mère, mais on passe par un narthex qui est en fait réalisé au XIXe siècle pour offrir une solution technique. Si on regarde, l'axe du clocher roman n'est pas le même que celui du chœur gothique. Donc, au XIXe siècle, à l'achèvement, il réalise cela pour moins brusquer l'œil. Et on va se mettre justement dans l'axe du vaisseau. Et on peut apprécier la beauté, l'équilibre, la solennité, le côté grandiose propre aux cathédrales, qui n'est pas une cathédrale recordman, mais qu'importe, il y a une pureté liée à la construction du chœur, avec un étagement 3 niveaux, série d'arcades, un triforium et un étage à claire-voie. La hauteur, elle est autour de 24 mètres. Il a été réalisé de 1273 au début du XIVe siècle, ce chœur, avec le transept. C'est un plan en croix latine, cette cathédrale. Et petit à petit, il faut imaginer qu'on démolit l'édifice roman sur des siècles dans l'optique de la reconstruction dans ce style qui avait été impulsé donc, au XIIIe siècle. Ça se voit encore à certains endroits, les parties plus modernes, notamment si on lève la tête, on verra que la maçonnerie est beaucoup plus mécanique sur les premières travées de la nef. Donc là, on est sous une partie 19e. Il y a eu un achèvement tardif. Dans cette cathédrale, il y a des merveilles, des chefs-d'œuvre. Il y en a une qui actuellement se trouve sous les échafaudages. Alors, je vous montre un petit peu parce qu'on va la deviner quand même. Et il faudra revenir. C'est un jubé. Un jubé. Jubé, dominé, bénédicere, la formule des jubés. Formule de prière. Un jubé, en réalité, c'est un grand mur sculpté. Il a deux réalités, deux objectifs. Il était à la fois clôture, il séparait le chœur de la nef, et il était aussi tribune pour qu'un chantre puisse monter à la balustre pour parler aux ouailles. Alors, il a été déplacé à plusieurs reprises, et ce qu'on peut dire de ce jubé en particulier, c'est qu'il a été réalisé au XVIe siècle, encore une fois la Renaissance. Il est extrêmement précieux dans les thèmes qui sont abordés, puisqu'il y a la mythologie, on est dans une veine humaniste,
et on retrouvera par exemple Hercule dans différents travaux. Ce qui est intéressant, c'est que la sculpture du XVIe correspond à l'émaillerie limousine. Le XVIe siècle a été extrêmement prolifique avec des émailleurs très créatifs. Vous connaissez Léonard Limousin, Pierre Courtet notamment, tous ces émailleurs partis à la cour des rois, à Fontainebleau notamment, et ils vont avoir une période de gloire à cet endroit. On ne fera pas tout le tour, hein. Bien sûr, vous viendrez à Limoges me voir. Il y a une très belle Vierge qui a été réalisée en 2009, une statue, et qui est couverte d'émail par les artistes Chams et Duban. Je vais vous emmener plutôt vers le palais et ses jardins, c'est-à-dire le musée actuel des Beaux-Arts. Nous allons passer sous la porte monumentale, le porche, avec ses portes assez massives, aujourd'hui ouvertes et accueillantes. On voit la promiscuité très logique de la cathédrale et du palais épiscopal. Passé le portail, nous nous retrouvons dans une cour d'honneur. Entourée par des pavillons demi-circulaires qui sont aujourd'hui l'entrée principale du musée. Et le corps principal s'inscrit dans un principe d'axe et donc de symétrie. C'est une architecture de la fin du XVIIIe siècle, 1700, 1766, 1774, voulue par l'évêque de l'époque, Monseigneur Duplessis d'Argentré, qui va travailler avec des ingénieurs, notamment un certain Barbier. On est à l'époque où à Bordeaux, il y a beaucoup de constructions prestigieuses, notamment avec Victor Louis. Et il est très équilibré, très ordonnancé. De sa travée principale, avec emmarchement, tableau et fronton, se déploient de chaque côté 3 travées. Et puis il y a aussi 2 ailes qui viennent en retour. À l'intérieur, il y a toujours les parquets, les plafonds, stuccés, l'ancienne chapelle et aussi l'ancienne bibliothèque. Donc c'est en 1906, après la loi de séparation de l'État et de l'Église, que ce musée va devoir trouver une nouvelle occupation et ce sera la ville de Limoges qui, en 1912, y installera un musée municipal. Alors, nous allons faire le tour. Vous aurez l'occasion de rentrer dans le musée pour découvrir Conversation, l'exposition liée à Impertinente. Il y a 4 grandes collections d'ailleurs dans ce musée permanente. On traite ici d'égyptologie, on traite de l'histoire de Limoges, les beaux-arts avec la sculpture, la peinture, le vitrail. Et le dernier niveau, lui, est consacré à l'émail. Quand Balzac est venu à Limoges, il a notamment écrit Le curé de village, dans lequel un certain nombre de scènes se passent ici. Alors, il y a de grands auteurs qui sont passés à Limoges, Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Alors c'est pas toujours très flatteur à cette époque-là, puisqu'il a joué à Limoges et 20 ans après il écrit Monsieur de Pourceaugnac, qui est une comédie ballet jouée à Chambord, dans lequel il décrit un gros provincial, un aubereau, qui est un limousin au trait épais. Faut peut-être pas le dire ça, si. si, il faut tout dire. La Fontaine aussi, La Fontaine, le coche et la mouche, qui a été rédigé à Bellac, dans le nord du Limousin, dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé. 6 forts chevaux tiraient un coche. Tac, 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 tac. Et puis d'autres, Balzac,
Shimazaki Tozon, un grand auteur japonais qui est passé par Limoges en 1914 et qui a rencontré les jeunes limougeaux des ponts et qui en a tiré des écrits. Ouais, je suis un peu inspiré parce qu'on est dans des jardins et il y a toujours une grande poésie ici, sous les tilleuls, sous des parterres, avec des buis, l'artaupière. Ils ont retrouvé en fait la forme initiale, ces jardins. Ce sont des jardins géométriques, un petit peu à la française, quand l'homme voulait dominer la nature. Et il faut à tout prix, bien sûr, les associer au palais, dont on vient de faire le tour. Et vous verrez donc une autre façade qui donne sur les jardins magnifiques, avec ces jolies lucarnes, notamment dans la toiture. Et ici, la possibilité de donner des spectacles. Il y avait un certain art de vivre chez les évêques, juste avant la Révolution. La cathédrale de Limoges, dans l'autre vue, on était tout à l'heure tourné vers la ville des hommes, des marchands, plus minéral. Ici, il y a un côté très végétal, avec des jardins botaniques merveilleux. Vous êtes en fait dans les jardins de l'évêché. Il y a 5 hectares de parcs de jardins en terrasse, avec de nombreux escaliers qui vous mènent dans des coins et des recoins, toujours plus charmants, avec des jeux d'eau et une vue très ouverte sur la vallée de la Vienne qui coule en contrebas. Et pour poursuivre le parcours, quand vous viendrez à Limoges, ce sont 2 ponts médiévaux qui enjambent la rivière. Nous terminerons cette intervention par une vue sur un très joli bâtiment qui a été restauré il y a peu. C'est l'Orangerie, qui est contemporaine du palais, c'est-à-dire fin XVIIIe siècle. Et c'était là un lieu d'acclimatation pour les plantes. On voit qu'il y avait la main verte ici, à Limoges. Une partie de l'exposition impertinente se trouve ici, travail photographique. Voilà, je vous remercie. Moi-même, je vais aller pique-niquer un peu plus bas. Donc rejoignez-moi pour partager un bon moment. Alors je voulais vous emmener ici, sur la rive gauche de la Vienne, parce qu'elle offre un panorama, un point de vue que je trouve exceptionnel et très explicite sur la situation, la fondation, l'évolution de la ville. Alors, il y a cette fameuse rivière, la Vienne, qui a pris sa source là-haut sur le plateau de Mille Vaches et qui a gagné en eau vive avant de former un cours d'eau assez important, même si en réalité la profondeur n'est jamais importante. Quand on vient à Limoges, c'est toute une atmosphère ici qui se déploie. L'âme des habitants des ponts, historiquement les ponticaux, qui étaient lavandières, qui étaient ouvriers,
qui étaient dans les usines, qui étaient meuniers, vraiment tournés vers la rivière. Et il y a toujours ce magnifique pont Saint-Étienne que l'on peut franchir, comme le font d'ailleurs les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui arrivent là avant de monter dans un quartier qui s'étage et qui mène vers la cathédrale. Donc c'est un autre attrait de Limoges, c'est ce souffle, cette nature qui est très présente. Alors nous voici place de la mairie de Limoges. C'est un endroit très fleuri, très agréable et qui présente une belle originalité, c'est sa fontaine. Elle a été réalisée en 1893, soit 10 ans après l'inauguration de la mairie. Et au milieu de son bassin, il y a ce fût avec des vasques sur lequel il y a des inclusions de porcelaine, et quand on se rapproche, on voit à la fois des vagues, des plantes aquatiques et même des poissons. Sur la partie supérieure, ce sont 4 statues en bronze qui matérialisent les différentes étapes de fabrication de la porcelaine. Et il faut dire qu'à cette époque, on est sur un apogée, une période glorieuse, fin 19e siècle, et la ville républicaine va montrer l'identité en choisissant donc l'installation de cette fontaine. L'hôtel de ville est très beau, inspiration Renaissance, un petit peu hôtel de ville parisien, hein, avec une couleur attrayante, c'est du calcaire, et puis des jolies toitures mansardées couvertes d'ardoise. Figure beaucoup de choses. À l'intérieur, il y a notamment un lustre d'Olivier Gagnère réalisé pour Bernardo au-dessus de l'escalier principal. Une chose assez sympathique, c'est aussi tous les bancs qui sont à côté de nous. Si on s'approche d'un, on verra un jeu d'échecs. Ah. Vous voyez? C'est quasiment les jardins du Luxembourg ici. Il y a des belles associations entre des designers et des porcelainiers. Et de plus en plus dans notre ville, on voit apparaître du mobilier. On est à côté d'un lieu d'exposition. C'est la Galerie des Hospices, qui s'inscrit dans un bâtiment beaucoup plus grand, dont on voit une façade ici travaillée dans du granit. Alors actuellement, la plupart des locaux sont occupés par notre médiathèque, très belle bibliothèque qui a été réalisée en 1998 par Pierre Riboulet et qui a inclus à la fois l'ancien et le très nouveau avec des architectures de verre, en incluant aussi des skycones, enfin des éléments très modernes qu'on ne voit pas d'ici, mais qui existent de l'autre côté, vous pouvez me croire. Là, on passe par un tout petit escalier un petit peu à la dérobée. Hop. Pour nous emmener vers l'arrière, avec une entrée qui va nous mener dans une petite cour et un jardin. On ne le voit pas nécessairement, mais on s'inscrit ici vraiment dans le cœur de la ville gallo-romaine. Il y a eu des tas de fouilles archéologiques et pour vous dire, on est juste à côté du forum. Et là, on longe plus ou moins le Cardo Maximus, qui était l'axe principal. Il y a d'ailleurs dans la médiathèque dont on a parlé, un très beau canevas, une très belle mosaïque où figure un lion du 1er siècle. Donc c'est assez somptueux. Et l'architecte de la médiathèque, il a respecté le passé du lieu en intégrant les éléments des fouilles archéologiques et en intégrant aussi l'ancien hôpital de Limoges. Donc toute cette façade très ordonnancée, c'est l'endroit où on est venu se soigner à Limoges pendant des générations, depuis les années 1660 jusqu'à la fin du XXe siècle. Il m'arrive de voir des gens qui sont nés ici, à la maternité. Et une des parties les plus remarquables et conservées, c'est l'aile qui se trouve sur l'arrière. On devine un petit peu à travers la végétation.
On l'appelle la Galerie des Hospices. C'est un ancien économat du XVIIe siècle. Et à l'intérieur, il y a les voûtes fabuleuses qui sont des voûtins de briques et qui donnent une atmosphère assez splendide pour les expositions. Donc c'est ici qu'on trouvera le beau Capharnaüm.